Voilà, ça y est, la saison 26 est déjà finie. C'est passé encore une fois super vite, encore plus que pour la saison 25, étant donné que pour le coup, les épisodes étaient à mon avis bien meilleurs. Enfin bon, il va maintenant être temps de parler de cet épisode 6 et de conclure sur la saison dans sa globalité, puis ensuite on aura bien sûr les 2 events annuels qui viendront un peu plus tard dans l'année, mais bon pour ça, chaque chose en son temps. Et salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle du 6ème et dernier épisode de cette 26ème saison, j'ai nommé Spring Break. L'épisode commence avec Garrison heureux de rentrer chez lui rejoindre son compagnon Rick, étant donné qu'il lui a préparé une surprise. En effet, c'est le début de son spring break, la semaine des vacances de printemps, et il a donc tout organisé pour emmener Rick à Myrtle Beach en Caroline du Sud, histoire de se reposer à la plage en amoureux. Le truc c'est que Rick est un peu perplexe lorsqu'il entend la destination. Myrtle Beach n'est pas connu comme étant un endroit reposant, et il y a apparemment certains coins assez mal fréquentés qui pourraient faire ressurgir les vieux démons d'Herbert. Mais celui-ci rassure son compagnon en lui promettant qu'il n'y aura pas d'écart de conduite, ils vont juste passer des vacances tranquilles, et c'est tout. Ils se rendent donc là-bas et se baladent dans les rues de la ville, mais très vite on comprend ce que Rick craignait. Myrtle Beach est un lieu peuplé en majorité de républicains, et ils ont même un Magastore, une boutique entièrement dédiée à la gloire de l'ancien président Garrison. Quand il se fait reconnaître, les gens lui demandent s'il ne veut pas les rejoindre, mais Herbert refuse. Par contre, une fois la nuit tombée, il n'arrive pas à dormir et décide donc de s'y rendre, et bien sûr il va complètement lâcher prise et finir par redevenir l'idole de tout le monde lorsqu'il commencera à crier haut et fort ce qu'il pense des Mexicains, ou encore de son successeur. Lorsque Rick l'appelle parce qu'il se rend compte qu'il n'est plus là, Garrison lui assure qu'il rentre sur le champ, mais évidemment il y reste toute la nuit et exténué le lendemain, ce qui fait que Rick finit par passer sa journée seul à la plage. Le soir venu, il remarque que son conjoint a encore disparu et part le chercher jusqu'à une soirée où il tombe nez à nez avec un Herb cosplayé en son ancien lui. Celui-ci lui promet d'arrêter, mais dès le lendemain, tout tremblant suite à ses excès de la veille, il se rend aux toilettes d'un resto et finit par replonger totalement. Pendant ce temps-là à South Park, Randy et Stan passent leur spring break seuls puisque Sharon et Shelley sont partis en vacances entre filles. Le père veut profiter du spring break de façon bien cliché à coups de grosses soirées et de prostituées, et le fils voudrait plutôt passer la semaine à jouer à Warhammer 40 000. Stan invite alors Tolkien à jouer, et Randy, qui faisait semblant de savoir ce que c'était, est choqué lorsqu'il apprend ce que sont les Warhammer. Il ne comprend pas pourquoi son fils veut passer ses vacances à faire ça, et pense que c'est la société qui a convaincu les jeunes garçons d'avoir honte de leur masculinité. Il prévient alors Steve, mais celui-ci a un comportement d'adulte sensé, contrairement à Randy, et ce dernier va donc essayer de prendre les choses en main, en ramenant des prostituées à la maison. Le truc c'est qu'il a encore une image trop stéréotypée de la chose, et lorsqu'il manque de respect aux filles, il se fait menacer par leur Mac, qui est clairement une caricature de Andrew Tate, mais ça, on en reparlera après. Randy lui explique que leur société woke a persuadé les enfants qu'il était toxique d'être un homme, et Tate invite donc quelques amis pour organiser une fête bien plus animée. La maison des marches devient donc le théâtre d'une grosse soirée bien énervée, où Randy fait le con et finit par se blesser gravement, alors qu'au milieu de tout ça, Stan et Tolkien se foutent royalement de ce qui se passe. La police finit par arriver, Randy fait encore son gros con misogyne et est sur le point d'être arrêté, quand l'un des flics se rend compte que le mec de tout à l'heure est en fait Alonzo Fineschi, un trafiquant roumain. Les coups de feu fusent donc, et le niveau de chaos atteint alors son paroxysme. Un peu plus tard, l'ancien président Garrison est sur le point de faire un nouveau discours à ses supporters, discours que Rick entend à l'aéroport et que Randy écoute de chez lui dans un état pitoyable. Mais contre toute attente, Garrison revient à lui et dénonce tout ce qu'il a fait, expliquant plutôt à quel point il aime Rick et qu'il a besoin de l'avoir à ses côtés. Bon, son discours déclenche quand même une nouvelle attaque du Capitole, mais le plus important c'est qu'en l'entendant parler du fait qu'il a besoin de son conjoint pour ne pas péter les plombs, Randy se reconnaît dans ses paroles et prend conscience d'à quel point il a besoin de Sharon. Il l'appelle donc et elle rentre chez elle comme si elle était parfaitement habituée à ce que la maison soit dans un tel bordel, et tout ce qui lui pose problème c'est que Stan joue au Warhammer sur la table de la cuisine. De son côté, Herbert rentre à South Park en étant de nouveau lui-même et en espérant que Rick lui a pardonné. C'est le cas, décidément Rick est vraiment un personnage trop gentil, et l'épisode se termine en nous laissant dans le doute. Garrison finira-t-il par redevenir sa parodie de Trump? Seul l'avenir politique américain pourra en décider. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, je sais qu'il a pas plu à tout le monde, mais moi je l'ai trouvé vraiment cool. C'est certes pas un épisode très drôle, mais c'est plutôt un épisode qui se concentre sur les personnages, et je trouve ici le développement de Garrison vraiment intéressant. En fait c'est ça, en termes de blagues c'est pas le meilleur, mais en termes de thématique et d'analyse de personnages, Spring Break est très efficace. Bon certes il n'est pas parfait, je trouve notamment que l'intrigue de Randy est un peu trop basique sans jamais vraiment décoller, mais ça n'en reste pas moins un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Bon du coup, commençons déjà par parler de Garrison. Ça fait plaisir d'avoir un épisode qui lui est consacré. Certes, il avait un petit rôle dans Deep Learning, mais là, il ne se contente pas de réagir au scénario. Ici, c'est clairement lui et son personnage qui sont au centre de tout. Dans cet épisode, on le voit apprendre à aller de l'avant dans sa vie, laisser derrière lui les erreurs du passé tout en s'efforçant de ne pas les refaire. Je trouve très intéressante l'analyse qui est faite de son personnage. Il ne veut foncièrement pas céder à ses pulsions et redevenir le clown problématique qu'il a été. Il a maintenant trouvé un mode de vie sain et son mauvais comportement est surtout montré comme une addiction. Il ne veut plus redevenir le président exubérant qu'il était autrefois, mais parfois il est trop dur de résister. Si l'année prochaine il repart au présidentiel, ce ne sera pas par envie, mais
bien parce qu'il aura fait une rechute. C'est très logique avec son personnage, d'autant plus quand on se rappelle qu'avant d'être l'ersatz de Trump qu'il est devenu au moment de devenir président, il voulait à la base saboter son élection pour ne pas être élu. Il a été emporté dans son élan, ce qui l'a amené beaucoup trop loin, et c'est aussi ce qu'on voit dans cet épisode. Puis comme le dit Rick, en soi ses supporters n'en ont rien à faire de qui il est, ils veulent juste suivre quelqu'un qui dit tout haut ce qu'il pense et croire qu'il lutte pour une cause importante à travers le sauvetage de leur pays. On peut aussi parler de la façon dont est représentée la tentation dans cet épisode. Tout le long, les scénaristes représentent la situation de Garrison de telle sorte à ce qu'on puisse croire qu'il souhaite en réalité retrouver un mode de vie festif et débridé, avec les rassemblements clairement comparés à de l'infidélité. Quand je parle de rassemblement, je parle de ce qu'ils appellent en VO rallying. Je sais pas trop comment mieux traduire ça, mais c'est du coup ce que les habitants de Myrtle Beach essaient de faire faire à Garrison, lorsqu'il est leur leader et qu'il se contente de balancer des idées racistes et des insultes envers ses opposants. Toujours dans cette idée d'infidélité, le type dans les toilettes qui tape du pied et finit donc par faire céder Herbert est une référence au cruising, une pratique de drague gay. Le terme cruising désigne le fait de se rendre à un endroit de drague déterminé, généralement pour trouver un partenaire sexuel temporaire, où les personnes au courant comprendraient l'intention sexuelle non déclarée du locuteur, alors que la plupart des hétérosexuels, eux, ne comprendraient pas. La tape du pied est donc souvent utilisée dans ce genre de contexte pour montrer ses intentions, et là c'est remplacé par un supporter qui arrive à faire ressombrer Garrison, le faisant même reprendre son ancienne apparence, ce que j'ai trouvé assez sympa. On comprend tout de suite à quel point la situation est devenue incontrôlable. Aussi, le Magastore, où de nombreux objets à l'effigie de l'ancien président sont vendus, fait référence au Keep on Trumpin Superstore, des boutiques américaines très similaires où l'on peut retrouver des drapeaux, t-shirts, autocollants, peluches, figurines et autres articles du même genre représentant Donald Trump. Le Magastore est aussi toujours accompagné d'une grosse musique de boîte de nuit, comme pour encore appuyer le fait que Garrison se trouve dans la situation typique de quelqu'un qui ressombrerait dans un lifestyle festif. Puis évidemment, l'un des Keep on Trumpin Superstore les plus connus est situé à Myrtle Beach, donc rien n'est laissé au hasard. Après, même si c'est l'évolution de Garrison qui est surtout mise en avant, l'épisode aborde aussi bien sûr l'ancien président de la vraie vie. C'était impossible d'y échapper. Donald Trump candidate en effet pour la présidence de 2024 et il a déjà commencé à organiser des rassemblements au mois de mars, un peu comme ce qui se passe dans l'épisode. Garrison paraphrase aussi les paroles de Trump à plusieurs moments, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine, disant que ça ne serait pas arrivé sous sa présidence. Et sur ce sujet, l'ancien président a depuis même proposé un plan visant à mettre fin au conflit dans un délai de 24 heures s'il remporte la victoire en 2024. C'est presque un truc que Garrison aurait pu dire. À part ça, il reprend aussi bon nombre de thématiques que Trump aborde lors de ses interventions, que ce soit le mouvement Black Lives Matter, l'avortement, les polémiques autour de Hunter Biden, ou encore le fait qu'il aurait remporté les votes de l'Arizona lors de la dernière élection, mais que ça n'aurait pas compté suite à des fraudes massives. Tout cela nous amène donc à la fin, où les paroles d'amour de Garrison déclenchent une nouvelle attaque du Capitole comme lors du 6 janvier 2011, où de grandes vagues de partisans de Trump se sont rendus au Capitole pour exprimer leur désapprobation à l'égard des résultats de l'élection de 2020, et ont finalement pénétré dans le bâtiment, événement auquel le Vaccination Special avait d'ailleurs déjà fait référence. Enfin bon, en plus de parler de la personnalité extrême de Garrison et de son envie de devenir une meilleure personne, l'épisode aborde aussi le fait qu'Herbert est quelqu'un qui ne peut foncièrement pas vivre seul. Il a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour réussir à atteindre une certaine stabilité dans sa vie. C'était déjà le cas à des degrés différents avec Monsieur Esclave, Allison, Richard Dawkins ou même avec ses poupées d'une certaine façon, mais le fait est qu'il a toujours été montré dans la série comme ayant besoin d'être accompagné. Et heureusement, cette fois il semble avoir trouvé celui qu'il lui faut en la personne de Rick. C'est vraiment cool d'avoir un épisode sur leur couple, surtout que j'avais vraiment envie de voir leur relation développer après les interactions qu'ils ont eues dans Deep Learning. En tout cas, Rick est montré comme un personnage très positif et je trouve que ces deux-là vont vraiment bien ensemble, mais le pauvre Rick fait ici plus de peine qu'autre chose. Il est très tolérant avec Garrison, peut-être même trop, et les actions de l'ancien président ont finalement transformé ses vacances en de longues heures de solitude entrecoupées par plusieurs trahisons. Même Herbert ne supporte pas cette part de sa personnalité et essaie vraiment d'y résister pour rester avec Rick. Les deux veulent plus que tout passer du temps ensemble, mais c'est cette addiction nocive qui va finir par les séparer. Bon, au final, Rick est surtout là pour réagir à ce qui se passe, mais on apprend quand même quelque chose d'intéressant lorsqu'il parle de Myrtle Beach au début. Il dit qu'il ne fréquente plus ce genre d'endroit, indiquant donc qu'il faisait probablement partie des fans du président avant de se ranger dans un mode de vie plus sain. J'espère donc que si Garrison sombre de nouveau, il ne va pas emporter Rick avec lui dans sa chute. Après, en les voyant, on a tous forcément envie que Garrison reste celui qu'il est et qu'il ne reparte plus en politique. Et cet épisode est justement là pour nous parler de ça, étant donné que l'année prochaine, ce sera à nouveau les élections présidentielles américaines. L'épisode répond donc à la question que beaucoup de fans se posaient sur le futur de Garrison, mais la réponse n'est pas si simple. On sent que les scénaristes ne veulent pas qu'il re-signe pour une nouvelle campagne, mais ils se sont tirés une balle dans le pied en le faisant devenir Trump dans la saison 19. Maintenant, tout dépend de si Trump est élu candidat républicain ou pas, et comme Rick, on ne peut pour l'instant qu'attendre de voir ce qui y arrivera. Bon, maintenant que tout ça est dit, passons à l'intrigue de Randy. Cette partie de l'épisode n'est clairement pas ma préférée, même s'il y a quelques bonnes idées et que c'est globalement assez cohérent avec les personnages, je trouve que dans l'exécution, ça donne pas un résultat à la hauteur de la partie sur Garrison, qui certes pouvait être un peu répétitive, mais au moins elle développait les personnages d'une manière nouvelle, et c'est aussi elle qui permet de conclure l'intrigue B. Le fait est que cette intrigue à la ferme ne va concrètement nulle part, elle tourne juste autour de Randy qui est stupide et pense des trucs cons, mais sans vraiment apporter de moments vraiment marquants ou renouveler la formule. Parce que Randy toujours dans l'excès, bah c'est pas nouveau, et ça a déjà été pas mal montré de façon plus drôle ou plus pertinente. À
Après c'est pas non plus mauvais, c'est pour moi surtout assez oubliable même si les thématiques sont intéressantes. Randy est là pour se moquer de ceux qui prétendent qu'à cause de l'influence des woke libéraux, la société pousse les garçons et les hommes à contenir les traits masculins traditionnels, donc leur masculinité, et à avoir honte d'être des hommes, ces personnes prenant donc plutôt une surmasculinisation, une masculinisation toxique, comme ce que fait par exemple Andrew Tate, mais ça, on y reviendra après. Le truc c'est que Randy n'arrive pas à comprendre que tout le monde ne pense pas comme lui. On dirait qu'il vit encore dans un monde passé où Spring Break rimait plus avec Projet X et avec comportement clairement inapproprié qu'avec vacances. Il semble vraiment buggé lorsqu'il apprend que Steve ne fait rien de tout ça pendant son Spring Break, et de leur côté Sharon et Stan sont parfaitement habitués à le voir agir ainsi, tellement que Stan l'ignore complètement pendant tout l'épisode et que Sharon se plaint uniquement de la façon dont son fils joue au Warhammer dans la cuisine. Après faut dire qu'il y a un des garçons qu'elle peut encore réussir à éduquer, alors que l'autre, c'est une cause perdue. Randy ne comprend pas à quel point c'est son mode de vie qui est nocif, finissant l'épisode littéralement blessé de la tête aux pieds, mais la fin de l'épisode peut s'interpréter comme un message d'espoir. Peut-être que cette fois il apprendra de ses erreurs et que Spring Break vient nous dire que Randy se calmera, prenant conscience de sa bêtise et que tel Garrison, il a besoin de trouver dans son couple le moyen de trouver un mode de vie plus sain et que... Ouais non, à qui je vais faire croire ça? Ce coup-là on me l'a tellement fait que maintenant je peux honnêtement plus y croire. Après le choix de centrer cet épisode sur Randy et Garrison et je trouve une vraie bonne idée. Ce sont deux personnages que la série a pompé jusqu'à la moelle ces dernières années, allant presque jusqu'à les faire devenir des parodies d'eux-mêmes. C'est ce que pensent beaucoup de spectateurs et à la fin de Spring Break c'est aussi ce que pensent les personnages. Garrison tout comme Randy finissent par en avoir marre d'être comme ils sont. C'était bien vu de les mettre en parallèle, ils se rendent tous deux compte qu'il ne faut pas laisser leur nature exubérante contrôler leur vie et qu'ils sont bien mieux avec quelqu'un à leur côté pour les canaliser. Ces deux-là ont besoin d'être dans un couple, surtout dans leur cas où leur propre nature peut être clairement comparée à une addiction. Après, ce qui était aussi sympa et qui a pas mal tourné sur les réseaux concernant l'épisode, c'est bien entendu l'apparition de Andrew Tate. Pour ceux qui ne savent pas qui est Andrew Tate, c'est un ancien kickboxer britannique, maintenant plus connu comme influenceur sur les réseaux sociaux, et qui se décrit lui-même comme misogyne. Tate est surtout célèbre pour vendre des formations qui promeuvent un style de vie ultra masculin et ultra luxueux. Et il a notamment eu des problèmes avec plusieurs réseaux sociaux concernant les messages masculinistes et misogynes qu'il poste. Après, en décembre 2022, Andrew et son frère Tristan ont été arrêtés en Roumanie avec deux femmes, tous les quatre étant soupçonnés de former un groupe de criminels organisé dans le trafic d'êtres humains. Et on arrive alors à Alonso Fineschi, qui n'a certes pas le même nom ni la même façon de parler, mais qui lui ressemble trait pour trait et est désigné comme étant roumain et responsable d'un trafic sexuel. Il faut aussi savoir qu'à l'époque où cet épisode a été diffusé, Andrew Tate et son frère étaient encore détenus dans une prison roumaine, mais ils furent relâchés juste après la diffusion, ce qui fait que Tate a pu réagir à l'épisode sur les réseaux sociaux. Il a notamment tweeté « J'ai rencontré l'un de mes héros de toujours, Randy Marsh, et... lorsque mon innocence sera prouvée, je me réjouis de participer à la création du plus grand épisode de South Park de tous les temps. » Donc bon, je sais pas s'il s'est dit vraiment qu'on se fout de sa gueule, mais en tout cas, il a l'air d'avoir bien aimé. Après, je trouve finalement que Alonso Fineschi n'est pas très utilisé. Il fait juste acte de présence, n'est au final même pas cité comme étant Andrew Tate, et l'on ne voit même pas comment il finit. L'ellipse entre les deux scènes étant assez violente, même si force est de constater que ni lui ni le flic ne savent viser. Puis c'était déjà assez évident que Randy faisait référence à lui et aux gens qui pensent ce genre de choses, donc je trouve pas forcément super utile de le ramener dans la série si c'est pour ne rien faire avec. Après je dis ça, mais ça m'a quand même bien fait rire de le voir apparaître. À part ça, l'épisode a aussi dû bien plaire aux fans de Warhammer 40 000, puisqu'encore une fois dans cette saison, on y fait référence, et là encore plus clairement que d'habitude. Décidément, on savait que Trey Parker était fan de jeux de plateau, mais en ce qui concerne Warhammer, ça a l'air d'être encore un niveau au-dessus. C'était marrant de voir les figurines directement incrustées dans l'épisode, mais c'est quand même un des éléments qui me fait penser que l'épisode a sûrement été un peu fini dans le rush. En plus des Warhammer, on peut parler du fait qu'il y ait encore une fois de vraies vidéos incrustées, comme ici avec des passages de l'attaque du Capitole, et ce qui m'a le plus mis la puce à l'oreille en ce qui concerne le rush de cet épisode, c'est ce plan où les policiers sont incrustés sur une photo. C'est marrant à voir, mais ça sent clairement la rustine puisque les animateurs n'avaient pas le temps de dessiner un nouveau décor. Enfin, avant de passer à la conclusion de l'épisode et à celle de la saison, j'aimerais terminer avec deux petites anecdotes qui vous ont peut-être échappé. Déjà, Cartman, Kyle et Kenny n'apparaissent pas. C'est assez rare pour être souligné, mais oui, Stan est le seul CM1 à apparaître, avec Tolkien bien évidemment. D'ailleurs, je trouve que le fait que les garçons n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans la maison est l'une des blagues les plus drôles de l'épisode. Mais bon, surtout cet épisode marque un moment très important dans la série, mes amis, puisque c'est la première fois depuis les post-Covid qu'on retrouve un voyageur temporel. Attendez quoi? Vous ne l'avez pas vu? Ah, c'était facile pourtant, il était pas très bien caché, mais bon, ok, je vais vous aider. C'est lui. Quoi? Vous ne le reconnaissez toujours pas? Oh allez, faites un effort, c'est presque évident. C'est la version futuriste de ce 6ème, qui n'a même pas de nom. Alors la question c'est pourquoi est-il là? Peut-être que lui aussi vit sa propre aventure en retournant dans le passé, qu'il est en train de sauver son monde et qu'on en saura plus dans les events qui sortiront bientôt.
Mais non, je pense surtout que c'est juste une erreur un peu bête, mais qui m'aura quand même bien fait marrer. Pour conclure sur ce Season Finale, Spring Break est un épisode très intéressant. Ce n'est clairement pas le plus drôle de la saison, mais en termes de développement de personnages, j'ai beaucoup aimé. C'est un épisode final centré en partie sur Randy, comme on en a l'habitude ces dernières années, et même si son intrigue ne révolutionne rien, elle est quand même amusante, même si le gros point fort de l'épisode reste l'intrigue sur Garrison. Je comprends qu'il est divisé, mais pour moi Spring Break reste un épisode original qui conclut la saison d'une manière assez touchante, et ça fait du bien de rappeler qu'en plus de l'humour et de la satire, South Park peut plus que tout toujours compter sur ses personnages. Maintenant pour conclure rapidement sur cette saison 26, je l'ai trouvé vraiment top. Je veux dire, j'étais déjà pas fan de la 25, mais là même en dehors de la comparaison, je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures saisons de ces dernières années. On a eu pas mal de variétés, que ce soit des parodies de célébrités, de l'actualité ou des sujets plus intemporels, tout ça réuni dans des épisodes qui fonctionnaient toujours très bien. J'ai l'impression que la série arrive de mieux en mieux à se renouveler et qu'on entend de moins en moins de gens se plaindre que c'était mieux avant. Les scénaristes ont plus que jamais réussi à revenir à ce qui caractérisait les épisodes old school, et c'est aussi sûrement pour ça qu'on a vu arriver pas mal de nouveaux fans récemment, enfin pour ça et grâce à TikTok. Concernant les personnages, on a eu pas mal de développement intéressant et de temps d'apparition. Les intrigues se sont attardées sur tous les personnages principaux et ils ont tous eu des passages mémorables, que ce soit Cartman, Stan, Kyle, Randy, Butters, Garrison ou même Kenny. Et en ce qui concerne les personnages secondaires, on a eu aussi de solides moments avec notamment Tolkien, Jimmy, Wendy ou encore Rick. Et concernant Randy, je tiens aussi à rappeler que c'est la première fois qu'on ne se concentre jamais sur la ferme-intégrité depuis le déménagement de la famille en 2018, ce qui est quand même pas rien. Après c'est vrai que 6 épisodes ça reste quand même très court, c'est même pas la moitié des saisons 8 à 16 qui en avait 14. Dit comme ça paraît vraiment loin. Mais bon, il faut aussi se rappeler que même si la saison est finie, on va comme d'habitude avoir 2 nouveaux téléfilms qui arriveront dans les prochains mois et qui feront suite à cette saison, donc au moins on aura encore notre dose de South Park un peu plus tard dans l'année. Puis en y réfléchissant, je me dis qu'avoir seulement 6 épisodes dans une saison permet aux créateurs de se concentrer sur leurs meilleures idées au lieu de devoir parfois faire des épisodes de remplissage un peu rushés comme on en a pas mal eu lors de certaines grosses saisons. Après quand c'est pour faire les 6 épisodes de la saison 25, je suis pas super chaud, mais si c'est pour la saison 26, là c'est autre chose. On peut dire que la série privilégie vraiment la qualité à la quantité, et ça c'est une bonne chose. On n'a plus non plus de grosses continuités entre les épisodes, mais chacun se permet d'apporter certains changements à l'univers et d'ensuite faire référence à ces changements, ce qui fait que les épisodes marchent mieux séparément et qu'ils ne s'interdisent pas non plus de faire évoluer leur univers. En tout cas, Parker et Stone ne semble vraiment pas à court d'idées, et pour finir, voici mon top des épisodes de la saison 26. Numéro 1, Deep Learning, numéro 2, Dick and Bo's Hot Dogs, numéro 3, QPD, numéro 4, Worldwide Privacy Tour, numéro 5, Japanese Toilet, et numéro 6, Spring Break. Sachant que vous l'aurez compris, même Spring Break je l'ai vraiment aimé, donc c'est dire ce que je pense de toute la saison. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre propre top dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de voir ça. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vu que c'était la dernière de la saison, j'ai pu prendre un peu plus mon temps pour la sortir, et si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe sur la chaîne en ce moment, je vous conseille d'aller voir le dernier point Maniaco si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs depuis je me suis décidé à créer un TikTok pour la chaîne, le lien est en description. En attendant le prochain téléfilm, les vidéos plus classiques vont reprendre, et sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!